Et là, je passe à vraiment la deuxième partie de l'exposé, qui était de savoir, je me suis posé la question, ok, on a un signal d'attaque, avec des attaques, et effectivement une émotion forte, des controverses, des conflits, polarisation de l'opinion, on est tous d'accord. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait peut-être mesurer ça, et en le mesurant, peut-être essayer de comprendre un peu mieux comment se sont formées les opinions, comment elles se polarisent. Donc c'est un travail que j'ai réalisé avec ma collègue Virginie Cordier de l'université, Brigitte Sinet également, qui était donc au CRA. Et ces deux personnes nous ont notamment beaucoup aidés pour voilà, accéder au réseau d'usagers. Ça a permis en tout cas une diffusion large du questionnaire qu'on a mis en place, en collaboration étroite également avec le CRA, et on va continuer de collaborer pour l'exploitation des résultats. Également deux autres auteurs qui sont des Australiens, je vais en parler tout de suite. Donc le questionnaire qu'on a mis en place, on l'a développé avec des collègues australiens. L'idée, c'est qu'ils ont fait une publication en 2015 sur la perception, l'état de l'opinion en Australie occidentale vis-à-vis de la politique de gestion du risque requin. Et on s'est dit que peut-être la meilleure manière d'utiliser ce travail, c'était de le répliquer à La Réunion, de manière à pouvoir comparer demain avec les résultats qu'ils ont obtenus en Australie. Donc ils nous ont gentiment envoyé leur questionnaire, et on l'a traduit en français, et on l'a adapté au cas de La Réunion. C'est un sujet de controverse, se posait donc la question de la diffusion. On a opté pour une diffusion assez restreinte et ciblée, sous format papier, et également sous la forme d'un PDF interactif qui a été envoyé par mail, parfois par Facebook. Le questionnaire est composé de 57 questions, c'est pas rien. Il fallait évidemment des usagers qui soient motivés pour le remplir. Moi, j'étais persuadé qu'ils seraient motivés pour le remplir, et ça a été le cas. Donc 4 sections. Une première section qui décrit dans ce questionnaire l'usage. Une deuxième section qui décrit les interactions avec les requins, la fréquence. Ensuite, une quatrième section qui était voulue en tout cas par le CRA, et c'était très bien vu, sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle. Et enfin, une partie qui m'intéressait beaucoup, moi, c'était sur l'opinion sur la politique publique de gestion du risque requin. Et le questionnaire a été expédié et rempli sur la période 2017-2018, donc c'est quand même encore assez récent. Résultat, on a eu 124 répondants. La moyenne d'âge des répondants, c'est 42 ans. C'est une population assez âgée, finalement. 25% de femmes, 75% d'hommes. Plutôt des cadres supérieurs enseignants qui ont répondu. Et avec un type de pratique, on a opté pour deux grandes catégories, les sports de vague, windsurf, surf, kitesurf, etc. Et les autres activités. Et pour qualifier leur activité, on s'est aperçu qu'une grande partie des usagers parlaient notamment de passion, plus que de loisirs. C'était intéressant. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail voilà le profil des activités qui ont répondu. Les sports de vague sont en haut. Le surf, principalement, on a une population de 50 surfeurs sur le panel de 124. Et en tout, on a une soixantaine de surfeurs, bodyboarders, etc. On a également baignade, palmas scuba, activités sous-marines, et une catégorie particulière, activités de gestion des risques, notamment tous les MNS, les personnes qui s'occupent de l'entretien des filets, entre autres, les activités qui se font depuis un bateau, puis les autres activités. Un usage, des usages. On a beaucoup de multi-usages, donc c'est une difficulté supplémentaire. On est surfeur, bodyboarder, le dimanche on est papa à la plage, etc. Donc tout ça, il fallait le prendre en compte aussi. Cette matrice-là représente la diversité, la multi-activité des usagers. Alors là, je vous ai présenté en nombre d'usagers. Ce qui était plus intéressant, parce qu'on parle d'observation notamment de requins, c'est de savoir quel est l'effort d'observation. Et comme nos usagers, en tout cas sur la période 2017, ont renseigné les champs relatifs à la durée et à la fréquence de leur pratique, on a pu calculer un effort d'observation, au moins sur la période 2017. Et c'est intéressant parce qu'on avait beaucoup de surfeurs, beaucoup de bodyboarders, mais finalement ils passent assez peu de temps dans l'eau. Et pourtant, on va voir qu'ils font beaucoup d'observations. Et ce qui est intéressant aussi dans ce graphique-là, c'est de voir le niveau d'exposition de certaines catégories socio-professionnelles, en particulier MNS, vigie-requin, qui passent un temps extrêmement important dans l'eau. Vous pouvez imaginer aussi que c'est des gens qui sont surexposés à ce risque-là.
Première question, avez-vous vécu une interaction avec un requin? Et là, première surprise, oui, beaucoup en fait. Sur les 50, sur 24 personnes, sur 124, ils ont dit oui. Pratiquement la moitié des personnes nous ont dit oui, d'avoir vécu au moins une interaction avec un requin. Quel type d'interaction? Observation visuelle, distante d'un requin, première. Contact physique avec la personne ou le matériel, un peu plus inquiétant. Il y en a quand même pas loin d'une dizaine qui ont vécu ça. Et on a même eu un cas de morsure de requin parmi les répondants. Notre question qui était, si vous avez été capable de l'identifier, quelle était l'espèce qui était, selon vous, que vous avez observée? Requin bulldog, principalement, requin tigre, requin de récif. Et après, je me suis posé la question, quand est-ce qu'ont été réalisées ces observations? Et on a renseigné ici l'année moyenne d'observation. Requin tigre, 2005, requin de récif, 2007, donc ça commence un peu à dater. Et par contre, les requins bulldog, a priori, beaucoup. La moyenne de la dernière interaction, c'est 2014, donc plutôt des observations récentes. Avez-vous été présent, témoin visuel d'une attaque de requin? Ça, c'était une question importante. Et ben, on a 12 personnes qui ont répondu oui, qu'ils avaient été effectivement présents lors d'une attaque, principalement, évidemment, des surfeurs. Donc, vous pouvez imaginer 10 personnes sur 60 qui ont assisté. On a pratiquement 20% des personnes interrogées qui ont été témoins visuels d'une attaque. Donc, ça révèle aussi, on peut imaginer, un état émotionnel associé avec ces événements-là. La présence de requins influence-t-elle vos pratiques? Évidemment, oui, en grande majorité. Les barres noires, c'est les surfeurs. En gris, ce sont les autres activités. Si oui, comment? Alors là, j'ai fait le top 7 des mesures d'adaptation par fréquence de citation. C'est classique, hein, éviter de pratiquer en eau trouble, éviter de pratiquer après de fortes pluies, participer avec d'autres personnes, éviter de pratiquer durant de fortes houles, éviter de pratiquer trop tard dans la journée, utiliser les bulletins météo pour planifier vos activités, et un élément qui ressort également, c'est partager les informations avec d'autres pratiquants. Donc mettre en place un réseau d'informations. Maintenant, la section qui était consacrée aux équipements de protection individuelle, on a sur la population de surfeurs de 60, sur les 50, pardon, on en a 25 qui utilisent un équipement de protection individuelle. Globalement, ils font confiance dans les capacités de leur dispositif électromagnétique, en tout cas. Par contre, ils sont très insatisfaits de la robustesse. Donc, gros problème de qualité, de fiabilité, ça casse au bout de 2-3 mois. Et c'est un vrai problème. Et parmi les suggestions, parce qu'on a également, dans le cadre du questionnaire, récolté un verbatim complet, ils avaient la possibilité de s'exprimer. On a eu la suggestion de mise en place d'un plateau technique, voire de location de ces dispositifs de protection individuelle. Également, la promotion d'associations avec des industriels pour développer des choses qui soient plus fiables. Le niveau d'équipement, il est croissant depuis 2011-2012. Les premières personnes à s'équiper, c'est dans ces années-là. Et on voit principalement, sur les 25 répondants, c'est un effectif pas hyper étendu, mais ils utilisent principalement le NoShark. Donc ça se présente sous la forme d'un bracelet qu'on attache à la cheville, qui est indépendant de la planche de surf. Ça coûte 300 €. À différencier des autres dispositifs qui sont solidaires de la planche de surf. Et donc se pose la question, notamment quand il y a du renouvellement d'équipement, on est obligé de tout démonter, de rééquiper la planche d'après. Ça coûte de l'argent. Donc, a priori, ils ont plutôt choisi cette solution du NoShark, même si c'est, d'après les évaluations du CRA, pas forcément la plus efficace. Donc là, il y a un gap qu'il va falloir certainement travailler. Maintenant, on va passer à la dernière section. J'en ai encore pour quelques minutes. Que pensez-vous de la politique de gestion du risque requin à La Réunion en général? Vaste question. Et une opinion qui n'est pas vraiment très formée, pas très tranchée, on a un peu de tout. Il y en a qui soutiennent pleinement, qui soutiennent, qui sont neutres, d'autres qui ne soutiennent pas du tout, qui sont très opposés, d'autres qui ne savent pas. Alors, quand on commence maintenant à regarder un peu dans le détail, notamment quand on pose la question de... voilà. Pensez-vous que la politique de gestion du risque requin en général réduira le risque de mort et de blessure par morsure de requin? Bon, oui, non, moitié-moitié. À l'avenir,
il y a quand même un peu d'espoir. Quand on demande par contre la politique de gestion du risque requin, vous donne-t-elle le sentiment d'être protégé en confiance dans l'océan? Bon, là, pratiquement 80-90%, on a une réponse qui est non. Voilà. Donc, on sent qu'il y a de l'espoir, mais pour aujourd'hui, il n'y a absolument pas de confiance. Que pensez-vous de la politique des filets anti-requins? Après, je rentre dans une partie où on va détailler, on a posé cette question-là pour différents dispositifs. Filets anti-requins, il y a plutôt un soutien à la mesure, qu'on soit surfeur ou pas. Pêche des requins maintenant. Alors là, c'est là où on aborde effectivement le point sensible. C'est là où l'opinion, clairement, se polarise. Des surfeurs qui soutiennent la pêche, et les usagers qui pratiquent d'autres activités qui ne soutiennent pas la pêche. Il y a le verbatim qui est associé avec le questionnaire, donc on pourra le regarder en détail. D'une manière générale, pour avoir un peu vu le verbatim, on a parmi les plongeurs, une assez forte opposition à la pêche. Ensuite, la politique de pêche des requins vous donne-t-elle l'impression d'être davantage protégé et en confiance dans l'océan? On a des surfeurs qui majoritairement nous répondent oui. Donc, ils ont le sentiment d'être plus protégés dans l'océan grâce à la pêche, mais on en a aussi qui nous répondent non. Par contre, pour les filets, le sentiment de sécurité, il est très important et il est partagé avec les autres activités. Maintenant, que pensez-vous des dispositifs de détection de la présence de requins potentiellement dangereux, type VRR, drone, sonar, alors que ce soit des yeux électroniques ou pas? Il y a un soutien massif à cette politique-là, quel que soit le type de pratique. Que pensez-vous de la décision politique de l'interdiction du surf et de la baignade hors des lagons à La Réunion? Alors là, pareil, unanimité, mais contre l'interdiction de baignade, avec une opposition ferme, notamment des surfeurs qui continuent de pratiquer, de fait. Mais chez les autres usagers, on est aussi plutôt opposé à cette interdiction. J'aborde l'ultime partie, ici. On a essayé de caractériser, de faire une espèce de profilage un peu des valeurs qui animaient les usagers dans leur relation au risque requin. Et on a posé la question pour 7 facteurs qui peuvent permettre de construire une politique de gestion du risque requin. Le premier étant le rapport coût-bénéfice, donc l'efficacité de la politique publique. Le deuxième étant atteindre un objectif de réduction des risques, améliorer les connaissances, maintenir les activités nautiques, protéger les écosystèmes, ou ici prélever des requins. Globalement, qu'on soit surfeur ou qu'on pratique d'autres activités, ce qui est rassurant, c'est que pour tout le monde, tous ces facteurs-là sont importants. D'accord ? Par contre, il y a une différence notable, c'est qu'on a des pratiquants de sport nautique de vagues qui veulent maintenir l'activité nautique, pour qui la protection des écosystèmes est importante, mais également le prélèvement de requins est important. Alors pour les autres activités, on a une focalisation sur, ici, la protection des écosystèmes. Le prélèvement des requins n'est pas important pour ces autres usagers. Pour terminer, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre usage de l'océan? Qu'est-ce qui, en tant qu'humain, nous anime? Quelles sont nos valeurs, si on peut en parler? Est-ce que vous allez dans l'eau parce que vous avez des interactions humaines, avec des amis, etc., pour le lien familial, pour profiter de la nature, pour performer, pour s'évader, pour apprendre, pour enseigner? Donc ces propositions-là n'ont pas été choisies au hasard, ça résulte d'une enquête sur les activités de plein air, où on a identifié que ces variables résumaient le mieux un ensemble constitué de plusieurs centaines de variables. Donc c'est celles qui, a priori, sont les plus... qui résument le mieux les autres variables. Interaction humaine, c'est important pour tout le monde, qu'on soit pratiquant d'activités de vagues ou d'autres activités. Et globalement, ce qu'on observe ici, c'est qu'on partage à peu près tous les mêmes valeurs. Voilà, qu'on soit... quelle que soit l'activité, dans la relation à la mer, ce sont les mêmes valeurs qui nous animent. Donc en conclusion, on a d'une manière générale une adhésion modérée à la politique de gestion du risque en général. On a des comités de pratiquants des sports de vagues qui ont été fortement impactés, qui sont très concernés et mobilisés, voilà, avec
une émotion qui est forte, qui est légitime. On a une convergence sur les valeurs entre les catégories de pratiquants, c'est rassurant, notamment sur l'importance de la nature, de s'évader, l'importance également de la connaissance. Par contre, on a de la divergence sur les façons d'opérationnaliser ces valeurs à travers des dispositifs techniques, et en particulier dans le cas de la pêche. On a un soutien fort à la politique des filets, dispositifs de protection individuelle et dispositifs d'observation. On a enfin une unanimité contre a priori l'interdiction de la baignade. Et j'ai pas eu le temps de vous le montrer ici, mais on le fera plus tard. Dans un article, on a un verbatim qui est très riche, on a récolté 20 000 mots, un texte composé de 20 000 mots, c'est plusieurs dizaines de pages, avec des gens qui nous décrivent, notamment des interactions avec des requins, qui nous décrivent des attaques, ça peut être assez prenant sur un plan émotionnel, et des gens qui nous font des suggestions. Et à la fin du questionnaire, on avait un espace libre d'expression. Et on a pratiquement à 60-70% des usagers qui nous ont remerciés tout simplement d'avoir pris en compte leur opinion. Ça, c'était aussi une leçon à retenir pour aller écouter ce qu'on va nous dire. Les usagers, ils ont de la connaissance, qui n'a pas forcément le statut de connaissance scientifique, mais qui a de la connaissance aussi. Voilà. Ok, j'ai terminé là-dessus.